Bonsoir à tous. J'ai vu une interview dernièrement de Scorsese qui disait que il mettait des recettes dans ses films de façon à ce que même si le film soit pas bon, au moins les gens auront appris quelque chose. J'ai pas de recette, mais donc du coup je vais quand même essayer sur la base de mon histoire de partager des choses qui, je l'espère, seront pertinentes pour vous. Je sais que parmi les gens qui sont ici ce soir, il y en a beaucoup qui sont justement en phase de création. Comme disait Mehdi, c'est vrai que j'ai eu une histoire un peu particulière avec Airbnb qui est une histoire heureuse d'intrapreneuriat. J'ai aussi eu la chance de rencontrer les founders, les fondateurs, lorsqu'ils étaient encore tout petits. Puisqu'en fait, mon histoire avec Airbnb a commencé en 2009, non pas en tant que salarié, mais en tant qu'utilisateur. À l'époque, je vivais à Paris, j'étais à mon compte depuis quelques années. En fait, pour vous donner un petit peu de contexte, j'ai commencé à... Déjà, j'ai grandi à Aix, j'ai vécu à Marseille sur la fin quand je faisais mes études ici à Marseille, aussi courte soit-elle. J'ai un jour eu l'opportunité de monter sur Paris, de commencer à bosser, faire un stage qui m'a amené à bosser en agence de com. Je ne vous cache pas qu'à l'époque, l'idée d'avoir un job était déjà assez... presque inespéré, pour être honnête. Et finalement, au bout de 4 ans en agence, j'en ai eu absolument ras-le-bol de passer ma vie à gérer des problèmes qui n'étaient pas les miens. Et j'ai décidé donc un jour de quitter, de me mettre à mon compte, et ce qui a duré pendant quelques années. Et un jour, j'ai eu un événement personnel qui, sur le moment, paraissait pas forcément heureux. Mon ex de l'époque a eu l'idée merveilleuse de partir avec quelqu'un d'autre, on s'en fout, mais bon bref. Tout ça pour dire que à première vue, c'était pas une bonne nouvelle, mais grâce à elle, ça a créé un problème de loyer. J'avais pas les fiches de paye pour pouvoir partir dans un appartement plus petit, donc il a fallu trouver une solution. Et c'est comme ça que je me suis mis à mettre mon appartement sur Airbnb. À l'époque, Airbnb and Breakfast. Donc là, on est en juin 2009. Et assez rapidement, j'ai des gens autour de moi qui me disent écoute, ça a l'air bien ton truc, moi j'ai mon appart qui est dispo pendant 1 mois, 2 mois, donc est-ce que tu pourrais t'en occuper? Ok, pourquoi pas. Je me suis mis à rencontrer des gens un peu du monde entier, c'était très cool. Et à l'époque, justement, les emails que je recevais d'Airbnb, c'était Brian qui me disait qu'en gros, il ne fallait pas prendre offline. Donc, prendre offline, c'est qu'en gros, vous essayez de court-circuiter le système pour ne pas payer la com. C'était pas moi, c'était la voyageuse qui ne voulait pas payer la com. Et donc, du coup, ouais, le service client à l'époque, c'était Brian, Joe. J'avais souvent des mails de ce Brian. Et puis un jour, je reçois un email qui me dit que Airbnb organise un meet-up à Paris. Ils veulent me rencontrer avant pour prendre un café et pour prendre du feedback. Alors, plusieurs choses à ce stade-là. Déjà, moi, à l'époque, Airbnb, je me disais, bon, c'est des Américains, ça doit être gros, ils doivent être, je sais pas, 30-50. Donc déjà, j'étais complètement en dehors de la plaque parce que gros, en fait, c'était beaucoup plus de 30-50. 30-50, c'est petit. Et en fait, non, ils étaient 4. L'autre chose, c'est que j'ai trouvé très cool, en fait, qu'ils me contactent pour prendre du feedback. C'était complètement en opposition à tout ce que j'avais vécu en agence pendant si longtemps, qui consistait finalement à hurler à la tête des gens ce qu'ils doivent penser, ce qu'ils doivent acheter, etc. Et là, je me suis dit, tiens, il y a Brian qui veut prendre du feedback. Donc j'étais assez intéressé et je lui ai dit oui. La troisième chose, c'est que je me suis dit qu'en fait, ils s'appelaient tous Brian dans cette boîte. Mais donc non, c'était bien le CEO qui faisait le service client, qui organisait les meet-ups, etc. Donc, petite parenthèse là qui pourrait éventuellement résonner avec votre histoire, c'est que la raison qui a poussé les fondateurs à venir à Paris rencontrer des Clément et autres personnes, c'est Paul Graham, le fondateur du Y Combinator à San Francisco, qui leur a soufflé l'idée. Et donc en fait, si vous voulez, à l'époque, Airbnb avait donc rejoint le Y Combinator. Ils avaient à cette époque très peu d'utilisateurs. Pour vous dire, par exemple, moi je l'ai appris après coup, mais quand j'ai rejoint Airbnb, j'étais l'hôte numéro 46 en France. Donc
très clairement, oui, ça fait de moi un early adopter, mais ça vous montre aussi qu'à cette époque-là, il y avait vraiment très peu d'utilisateurs dans le monde, puisque Paris était déjà peut-être leur second marché. Donc c'est dire la taille du truc au bout d'un an. Donc si vous prenez du temps à avoir des utilisateurs, c'est normal. On a eu une fois, je me rappelle, Frédéric Mazzella qui était venu au bureau, qui est un ingénieur de formation et qui nous avait rappelé un principe de base qui était qu'une courbe exponentielle a la même forme à n'importe quel endroit où l'on souhaite zoomer sur la courbe. Donc en fait, si vous partez de 0 à 100 en un an, si vous continuez cette trend, ça peut être très prometteur. Donc il ne faut pas se décourager déjà si vous avez peu d'utilisateurs. Je crois qu'Airbnb, il aura fallu un an pour avoir 500 utilisateurs. Donc, on se détend si vous n'avez pas non plus des millions dès le début. C'est tout à fait normal. La deuxième chose, donc du coup, pour revenir sur l'histoire de Paul Graham, c'est qu'à l'époque, Paul Graham demandait aux fondateurs, alors les gars, vous en êtes un peu où, etc. Et les fondateurs leur ont confié qu'ils étaient assez surpris de voir qu'ils n'avaient finalement assez peu d'utilisateurs à San Francisco, là où ils étaient basés, et qu'ils avaient plus d'utilisateurs à New York, plus d'utilisateurs à Paris, même si ça s'entend encore une fois en proportion, enfin, c'était beaucoup, mais dans le nombre c'était très peu. Ce à quoi Paul Graham leur a simplement répondu, cassez-vous en fait, prenez un billet et allez voir ces gens-là, allez les rencontrer, allez parler avec eux, essayez de comprendre déjà qui ils sont, parce que vous allez peut-être vous apercevoir qu'ils n'ont rien à voir avec les personas que vous avez pu avoir en tête, et ça peut être en effet une source excellente pour vous de feedback, etc. Donc ils sont partis à New York, et juste après New York, ils sont arrivés à Paris. Et c'est comme ça que moi, ma rencontre physique avec les fondateurs s'est faite. Donc j'ai rencontré le fameux Brian Chesky, aujourd'hui multimilliardaire, mais qui à l'époque partait, enfin je crois que c'était la première fois qu'il sortait des États-Unis pour, tout simplement pour aller en voyage et pour sortir de son pays. Et pour vous dire un petit peu le niveau de bootstrap dans lequel ils étaient, c'est que en parallèle de l'invitation au meet-up, ils avaient invité tous les autres de Paris à avoir des photos prises par un professionnel, et les professionnels c'était eux. Donc encore une fois, je trouve que derrière cette histoire, il y a un bon exemple d'entrepreneurs qui sont pas la tête dans leur slide, mais qui ont aussi qui mettent les mains tout simplement, qui n'ont pas peur d'aller rencontrer leurs utilisateurs, qui n'ont pas peur d'aller leur envoyer des emails déjà même pour des choses extrêmement futiles, qui n'ont pas peur même d'aller chez eux pour prendre des photos dans ce cas précis. Donc vraiment ça c'est là-dessus un conseil que je pourrais vous donner à tous, encore plus si vous êtes dans un business B2C, c'est qu'en phase d'amorçage, vos utilisateurs, c'est un peu votre famille, quoi. C'est-à-dire que théoriquement, même si vous en avez 100, 200, si vous comparez par rapport à des profs, des bons profs, vous avez pu en connaître au lycée, au collège ou à la fac après ou en école, savent presque même se rappeler des noms d'une centaine, une bonne grosse centaine d'élèves, si ce n'est plus. Donc à ce stade-là, vous devriez presque connaître les noms de vos utilisateurs. Il ne faut pas avoir peur d'avoir ce niveau de proximité avec ce noyau dur. Puisque justement, voilà, pour revenir un petit peu après à mon histoire avec les fondateurs, on a pris ce café, je suis allé au meet-up, on est sorti le soir, on s'est revu le lendemain, on est sorti jusqu'à très tard. Et là, en fait, finalement, il y a juste eu un bon fit. On a le même âge. Et je sais pas, il y a cette chose qui était assez intéressante, c'est qu'ils se sont dit, bon, ok, le mec est dans l'esprit, même si personne ne savait vraiment ce que l'esprit était. Il n'y avait pas de core values encore qui avaient été pondues, etc. Donc, juste, il y avait cette relation de confiance. Je pense même aussi, pour être honnête, pour l'avoir vécu après quand on a ouvert le bureau à Paris, je pense qu'ils avaient l'humilité d'être aussi assez contents de voir qu'il y avait des utilisateurs qui s'intéressent à eux. Comme quoi, voilà, c'était assez précieux. Plutôt que d'être dans la déception de te dire, mon Dieu, on n'a pas des milliers et des milliers d'utilisateurs, le peu qu'on a, merci. C'est gentil de venir déjà à un meet-up, par exemple, de prendre du temps. Bon, vous venez pour d'autres raisons, mais aussi pour vous, je me mets à la place des organisateurs ce soir. Ça fait plaisir. J'ai vu, il y avait 2-2, mais bon, je sais pas où ils en sont. Mais bon, pour ceux qui s'intéressent au foot, voilà, vous avez décidé d'être là plutôt que devant votre télé. Enfin bon, bref.
Passons, mais c'est tout ce que vos utilisateurs peuvent faire pour vous, c'est précieux. De répondre à un email lorsque vous leur demandez des idées, c'est précieux. Donc il faut entretenir tout ça parce que derrière vous avez une petite étincelle et de là après il peut se passer beaucoup de choses. D'ailleurs, il y a un des mantras qui était très présent lorsque tous les bureaux à l'international ont été créés. C'était il vaut mieux avoir 100 personnes qui vous adorent que 1000 qui vous apprécient un peu. Et c'est vrai que cette approche-là, elle est un peu contre-intuitive parce qu'elle est pas scalable. On ne peut pas apprendre le nom de tous ces utilisateurs. Mais mine de rien, c'est ce qui permet au départ d'avoir une traction qui est extrêmement importante et surtout nécessaire quand vous n'avez pas les budgets marketing pour partir en télé. Encore plus quand vous êtes dans un business comme Airbnb où en plus ça aurait servi à rien. Bref, donc pour revenir à ma rencontre avec eux, on est donc en 2009 et on reste en contact. Et c'est finalement en 2011, lorsque Airbnb se retrouve à lever 112 millions de dollars. À l'époque, c'était une somme assez énorme. À l'époque, lorsqu'ils lèvent cet argent, l'idée est de l'utiliser pour se développer à l'international. Donc là aussi, encore une fois, bon, je vous souhaite un jour de vous retrouver à devoir lever un argent pareil, mais ce qui est intéressant, c'est que juste avant, on avait l'exemple de quelqu'un qui a eu le courage de dire non. Airbnb, à l'époque, avant de lever cet argent, a eu une offre de rachat par un compétiteur qui était absolument, extrêmement agressif, qui nous avait tout piqué, les photos, même la tagline, tout. Enfin, c'était assez violent. Et les frères Samwers avaient fait une offre de rachat à Airbnb. Je crois qu'on était aux alentours de 60 millions, un truc comme ça. Donc là, il faut imaginer des jeunes de 30 ans qui se retrouvent avec une offre de rachat à 60 millions. Je pense que tous ici, on en rêverait. Waouh, il faut les avoir un peu accrochés hein, pour se dire non. Et se dire, bah non, finalement, on va pas se faire racheter par ces enfoirés. On va donner de l'argent et on va les tuer. Et c'est ce que Airbnb a fait, en particulier en décidant d'ouvrir des bureaux comme ça à l'étranger, avec des gens qu'ils pensaient être encore une fois dans l'esprit. Donc moi, quand j'ai vu ça, je leur ai envoyé un email, je leur ai dit, les gars, peut-être que c'est le moment de se mettre à travailler ensemble. Ils m'ont dit, ok, alors mets-toi en contact avec notre équipe qui s'occupe de l'internationalisation. Et c'est parti. Donc ce qui se passait à l'époque, c'est que Airbnb avait trouvé déjà un peu tous leurs country managers dans pas mal de pays, et il y avait un pays où ils avaient du mal encore à le trouver, c'était la France. Et le problème, c'est que la France c'était c'était le marché le plus important après les États-Unis. Je rencontre l'équipe, je vous passe les détails de la façon dont mes premiers échanges se sont faits. Honnêtement, c'était lunaire, dans un bar où il y avait plein de gens qui ne savaient même pas ce qu'ils foutaient là. J'ai à un moment donné un investisseur qui vient devant moi, qui m'a parlé 2 secondes. Il m'a demandé qu'est-ce que tu as fait depuis les 6 derniers mois. J'ai commencé à parler, il s'est levé, il est parti. J'ai pas compris. Derrière, le mec avec qui on a eu en contact me dit non mais Clément, j'ai vraiment envie de te voir, viens, on se voit demain. On se retrouve dans un café avec sa nana, qui visiblement était importante pour lui pour prendre des décisions. Pendant la discussion, il prend son Blackberry et il me dit ok, est-ce que tu es dispo mercredi pour aller à Berlin? Je dis ok, et il me boucle le billet sur... Enfin, ça a été un peu lunaire. Et surtout, je me rappelle quand j'arrive à Berlin, en gros, on m'explique, on me dit bon, ok, on galère pour trouver le country manager. Moi, j'étais là, genre, vous galérez plus en fait, puisque voilà, je suis là, donc ça va être super. Et on me dit non, mais en fait, on a vraiment envie de travailler avec toi parce que voilà, t'es génial, tout ce que tu veux. Mais vis-à-vis des investisseurs, on a quelqu'un là qui a un pédigré, comment te dire, il a fait l'essai, il est là actuellement chez McKinsey, il a fait Harvard, et ce à quoi j'avais envie de dire, un doc de sciences du langage à la fac de l'Aix-en-Provence, c'est aussi très bien. Voilà. Bon, donc ce à quoi j'ai dû accepter que si lui allait avoir le titre de country manager, moi je pourrais toujours me targuer d'être à jamais le premier. Donc voilà. On s'est retrouvés là, et c'est là où en effet la partie intrapreneuriale commence. Et comment vous illustrer ça
À ce moment-là, je suis tout seul. On me dit, bah, faut trouver des bureaux, faut commencer à embaucher les gens. Et en gros, on est fin novembre. On me dit, les bureaux, il faut qu'ils soient ouverts début janvier. Et début février, les fondateurs viennent et il y a déjà un événement presse et on fait le lancement en France. Donc en gros, tu as 2 mois pour trouver les bureaux. On s'est retrouvé avec un plateau de 200 mètres carrés qui était complètement vide, qu'il a fallu designer, avec en plus, à l'époque, le délire, c'était que au siège d'Airbnb, toutes les salles de réu étaient des répliques d'appart à travers le monde. Donc c'était... ayant fait de la réno un peu avant, j'ai impressionné tout le monde. À mon pote d'Harvard, d'un coup, si tu veux, il me voyait avec le marteau, il était assez impressionné. Et c'est là que c'est une des parties de mon CV que j'ai jamais vraiment mentionné. D'ailleurs, en fait, on m'a jamais demandé mon CV. C'est aussi un des trucs un peu particuliers. C'est que tout ça s'est fait dans un contexte de confiance absolument dingue. Et j'ai envie de dire, d'une certaine façon, il y aurait 1 milliard de raisons de dire que ces gens-là faisaient une erreur. Pour vous donner une idée, par exemple, ils m'ont jamais donné de budget. Moi, j'ai jamais osé demander parce que j'avais peur qu'ils m'en demandent un de budget. Et que j'aurais été incapable de leur dire, bon bah voilà, il faut tant parce que j'ai même pas le temps à ça. Donc, je me retrouvais à aller dans des vides-greniers. J'ai fait 1 milliard de trucs pour monter ce bureau. Pendant 6 mois, on n'avait pas d'entité légale. Donc, si vous voulez, enfin voilà, c'était vraiment, enfin, on était à l'arrache complet. Je me rappelle d'une anecdote où un jour on part avec un pote descendre fumer une clope en bas, et puis je sais pas, il y avait toutes les lumières allumées, etc. Et puis on hésite tous les deux, et puis on dit ah, c'est bon. Et il me regarde et il fait ah, ça se voit que c'est pas toi qui paye l'électricité. Hein. Et je regarde, je dis ah si, en fait l'électricité elle est à mon nom, l'internet il était à mon nom. Ça a duré comme ça pendant bien 6 mois, où j'avais le titre le plus débile du monde, enfin débile. J'étais directeur administratif, financier, alors que j'avais jamais rien fait de tout ça, et de la communauté. Donc on a organisé des tas de meet-up, donc j'ai fait aussi moi ce que les fondateurs avaient fait avec moi. Et donc ouais, à m'occuper des RH, à m'occuper plein de trucs, et jusqu'au jour où il a fallu que je leur explique que c'était bien de faire appel à des gens professionnels. Suite à ça, je suis parti. Au bout de 2 ans, on m'a dit bah tiens, on ouvre un bureau à Dublin qui va être notre siège européen et on va ouvrir un département d'hospitalité. Personne ne savait ce que ça voulait dire. Donc du coup, bah, je me suis retrouvé aussi à faire ça. Il s'est avéré que ce département d'hospitalité était un département pareil. Je vous le conseille si vous êtes sur des problématiques qui sont encore une fois très B2C. C'était finalement un département aseptique qui avait vocation de couvrir tout le user journey, pour faire le Vandame, des hôtes. Donc en gros, on était un peu le département, les RH des hôtes, de l'engagement jusqu'à l'onboarding, jusqu'à l'éducation, pour leur expliquer ce qu'on attend d'eux et comment devenir de bons hôtes, jusqu'à les programmes de fidélité, etc. etc. J'abrège. Suite à ça, je suis parti à San Francisco pendant 2 ans. J'étais en charge d'un événement on va dire pharaonique. On parle de dizaines et de dizaines de millions pour un événement qui a été organisé à Paris, puis après à Los Angeles. Là, je retrouvais un peu mes débuts en agence de com, donc ça allait à peu près, mais encore une fois, c'était tout nouveau. Et suite à ça, à un moment donné, le corps il a commencé à dire bon, ça serait bien d'avoir une vie, ça serait bien de se reposer. San Francisco ne m'a absolument pas plu. Vous trouverez peut-être des tas de gens qui vous diront que c'est génial. Moi perso, j'ai été tellement content de rentrer en France et de rentrer dans notre belle région. Et voilà, donc ça s'est arrêté il y a quoi, en 2017. Ce que je peux retirer de cette expérience, et ce qui, humblement, je pense, pourrait éventuellement être utile pour vous, c'est que on parlait juste avant de levée de fonds, etc. Je pense fondamentalement qu'un entrepreneur a une fonction RH qui est souvent et assez négligée. Votre job, c'est de créer une équipe. Ça peut paraître très cheesy ce que je vais dire, mais en gros, c'est pas la destination qui compte, c'est pas le chemin, c'est l'équipage. Et j'en suis mais vraiment profondément convaincu. Si vous créez une équipe de missionnaires avec vous, de gens qui sont prêts à partir à la guerre, ça a une valeur extraordinaire. Maintenant, pour en tirer le meilleur,
Et là-dessus, moi, je serai éternellement reconnaissant de ce que les fondateurs ont fait avec moi, c'est qu'ils m'ont fait suffisamment confiance pour créer un espace en fait de liberté et de création où je me suis retrouvé à faire des choses que j'aurais jamais pensé faire dans ma vie. Donc cette espèce d'absence de cadre, finalement, m'a fait pousser des ailes, m'a fait faire des choses que j'aurais même jamais apprises à l'école, j'imagine. Ça a été le cas pour moi, comme ça a été le cas de plein d'autres gens. Et finalement, ça revient un petit peu à ce qui est pour moi à l'essence même de ce qu'est un entrepreneur. Et j'imagine c'est ce que beaucoup d'entre vous ici doivent vivre, c'est qu'on passe notre temps à faire des choses qu'on n'a jamais faites avant. Et si vous arrivez à vous entourer de gens qui sont capables de faire des choses qu'ils n'ont jamais faites, ça change complètement votre mindset. Et c'est vrai que malheureusement, on vit beaucoup dans un monde, une société où on va souvent aller voir qu'est-ce que tu as fait, c'est quoi ton background, tu connais qui, blablabla. Et finalement, c'est vrai que tout ce potentiel-là, parce que c'est ce que j'espère pour vous, c'est qu'un jour vous soyez les recruteurs de ces gens-là, vous ne serez pas le recruter, ce serait vous pour avoir le pouvoir financier d'embaucher des gens. Je vous souhaite vraiment de faire des belles embauches et de donner ce pouvoir-là aux gens autour de vous. Parce qu'encore une fois, on a beau faire toutes les slides du monde, on a beau s'imaginer tout ce qu'on veut, etc. Rien ne se passe comme prévu. Et c'est une super bonne nouvelle. Voilà. Et même quand votre copine se barre, finalement, c'est peut-être des fois la meilleure chose au monde qui puisse se passer. Donc voilà. Merci infiniment. Et très bonne soirée et très bonne continuation à tous.